Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Salut Axel. Je suis content d'être ici ce soir avec toi. Pour moi, tu es un bon rider, tu me fais rêver. Je vais me présenter rapidement, moi c'est Axel, je roule en Africa Twin, c'est une CRF 1000 DCT. J'aime bien l'aventure, j'aime bien les voyages et j'aime beaucoup le Dakar. C'est vraiment une course qui me fait rêver. Et le rêve, toi Mathieu, ce rêve-là tu l'as réalisé déjà une fois et tu vas le faire une deuxième fois. C'est ça. Concrètement, Mathieu, qui es-tu? Alors, moi je suis Mathieu Troquier, j'ai presque 40 ans. J'ai fait du Jeune. motocross, je suis jeune encore. Ouais, Ouais, t'es jeune. ouais, ouais. J'ai fait du motocross pendant 10 ans, j'ai fait du vélo de descente pendant 10 ans. Donc du coup, la compétition, c'est vrai que ça fait un moment que je baigne dedans. Et le Dakar, c'était un petit peu l'objectif J'imagine. d'une vie. Donc je me suis bien dit qu'un jour il fallait que je le fasse. Et là, je me suis dit, go, c'est pas à 50 ans que tu vas le faire, c'est avant tes 40 ans. Donc, tu as déjà fait un premier, là, tu vas te diriger sur ton second pour donc 2026. C'est ça. On se pose plein de questions. Voilà. Moi, dans mon canapé, quand je regarde le Dakar, je me dis, putain, les gars, comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Donc, déjà, toi, tu as un background de compétiteur, tu as fait des courses, mais concrètement, par quelles étapes t'es passé pour y arriver? Pour aller sur ce Dakar la première fois, et là, on va se diriger après sur le deuxième, et comment t'as fait? Alors, j'ai commencé à refaire de la moto d'enduro quand j'ai arrêté le vélo de descente. C'est vrai que la moto d'enduro, ça m'a permis un peu de rouler déjà sur des sur des bonnes journées. Ouais. Donc là, ça m'a permis un peu de me mettre un petit peu dans le bain, faire 8 heures de moto. Typiquement, c'est déjà une journée. C'est Donc, déjà long, long, effectivement. voilà. Ouais. Après, c'était plus se dire, on fait des courses, des courses extrêmes, parce que pour faire des courses extrêmes, donc de franchissement, le mental, c'est important. Donc je me suis toujours dit que si tu fais un jour le Dakar, il faut que dans la tête, il faut que tu sois fort, quoi, tu vois. J'imagine, faut être plutôt costaud. Ouais. Il faut être plutôt costaud. Donc les courses extrêmes, c'était plutôt sympa, parce que ça m'a mis vraiment bien dans le bain, où j'ai bien appris à me connaître. La gestion de course, j'ai su ce que c'était. Après, une bonne course, une journée d'extrême avec des copains là, qui étaient fin énervés, avec des Vosgiens là, qui sont. Ils aiment bien, ils aiment bien envoyer, quoi, tu vois. Ouais, ça pousse. Et après, j'ai découvert un peu avec le raid. Ouais. Ok, ça c'est sympa. Là, toute ta préparation pour le Dakar, ça te prend combien de temps? Alors concrètement, c'est 2 ans de préparation, Ouais. où il faut, tu vois, j'étais chez Nomad Racing, qui sont à Solno là, qui eux accompagnent énormément de personnes pour faire le Dakar. Mhm. C'était plutôt cool parce qu'ils ont été très bons conseils, Ouais. et ça m'a permis vraiment de y aller, quoi, tu vois. Parce que quand il va, souvent, il y en a pas l'un qui se disent, tiens, j'y vais. Ils vont commencer à chercher des partenaires par-ci, par-là, mais il faut pas se dire, peut-être je vais y aller. Non, En faut gros, être convaincu d'y aller, quoi. il faut que tu y ailles. Ok. Voilà. Ok. Clairement, Et tu penses vraiment que ça t'a aidé à te maintenir boosté et à te garder dans cette direction que tu avais prise? Ouais, parce que quand tu te dis que tu y vas, qui que coûte, tu y vas, quoi. Donc, Ouais. il faut vraiment que tu te dises, quitte à vendre des choses, pour y aller, il faut que tu y ailles. Donc, ça te laisse plus forcément le choix. Tu sais qu'il faut que tu trouves le budget. Ouais. Ah, le budget. Ça, c'est une question que moi, je me pose. Un Dakar, ça a un coût. Il n'y a pas que ça, j'imagine. Il y a d'autres choses. En 2 ans de préparation, il y a cet aspect-là, financier, mais t'as quoi d'autre? Alors, il y a l'aspect financier, mais bon, il y a tout ce qui est préparation physique. Ouais. Donc, en 2 ans, tu vas faire la préparation physique parce que tu vas pas comme ça en claquant des doigts comme à l'époque. C'est vrai que tu étais plus à te dire, à un moment, tu pouvais le faire même avec peu d'expérience de moto. Ok. Voilà, il fallait vraiment quand même, là maintenant les Dakar depuis 2019 deviennent quand même très durs, très sélectifs. Beaucoup plus pro, un peu, tu dirais même? Ouais, beaucoup plus professionnels. Depuis que David Castera, un ancien du Dakar, qui lui l'a fait en moto, lui il a clairement professionnalisé vraiment le Dakar. Ok. Et là il faut être prêt physiquement. Tu peux plus te dire je fais un peu de moto, je vais y aller, quoi. Donc il faut avoir déjà des bonnes bases de moto. Et en plus il faut que physiquement tu sois vraiment au top, quoi. Voilà. Quand tu dis pilotage de moto, enfin, tu parles un petit peu de ça aussi. C'est- Qu'est-ce qu'il faut avoir comme connaissance dans le pilotage pour se dire, ok, je peux faire un Dakar, quoi. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui arrivent un petit peu dans le raid, en mode balade. Je fais un petit peu de la moto dans le désert.
Là, le rallye, ça va très vite. Ouais. Donc, il faut avoir déjà très habitué à rouler vite. Ouais. Et en plus, il faut aimer le sable, hein. Donc, il y en a beaucoup qui viennent, qui se disent, ben tiens, moi, le sable, j'en ai un peu peur. Et là, tu vois souvent dans les raids où les gens, ils s'arrêtent dans le sable. Et là, tu dis, mais attends, voilà, imagine-toi, tu as 100 km, 150 km dans le sable. On a des journées à Dakar, 400 km dans le sable, quoi. Tu vois. Faut aimer manger du sable, clairement. Il faut manger du sable, faut apprivoiser vraiment le sable. Ouais. Parce que psychologiquement, c'est ce qui va t'aider à avancer sur les étapes, quoi. Ok. Et donc là, tu parlais de piloter vite, mais quand tu pilotes vite, comment tu arrives à te guider à travers le désert? Ça, c'est un point aussi important. T'as pas des panneaux en plein milieu du désert qui te disent là, faut tourner à droite. Non, Tu fais c'est comment? clair. Ouais, ben là, tu vois, tu as un roadbook avec plusieurs cases, avec un kilométrage, Ouais. qui te permettra vraiment de te situer au kilométrage donné. Et à partir de là, on te donne des petites cases avec un dessin en disant, voilà, c'est à droite, à tel et tel cap, et à la prochaine image, ben, tu vas au cap tant, où tu dois reconnaître les symboles et réussir justement à les interpréter dans le désert, parce que c'est ça qui est le plus dur, c'est la lecture du roadbook dans le désert. Voilà. Mais attends, la lecture du roadbook en roulant. Moi déjà, tu me le donnes. Là, statique, assis dans mon canapé tranquillou, je pense que j'aurais déjà du mal à le lire et à le comprendre. Mais quand t'es à pleine balle, plein gaz, dans le désert, t'as tout qui bouge, et t'essayes de lire ce qu'il y a écrit dessus et puis analyser le terrain, tu fais comment, quoi? Ben, c'est un peu comme si tu commençais à écrire un SMS et en voiture et puis que tu étais... D'ailleurs, ce qui est pas bien. Qui n'est absolument pas bien, hein, ce qui est absolument qu'il ne faut pas faire. Mais tu commences à écrire un SMS à 150 km/h, quoi. Donc tu commences à avoir un coup d'œil sur le téléphone et puis un coup d'œil sur la route, ben, c'est un peu pareil. C'est que tu dois rester toujours très focus sur enregistrer déjà ce qu'il y a sur la piste et après directement regarder une notice qu'il y a sur ton roadbook et de la mémoriser. Donc ça, c'est vrai que mentalement, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Ah, c'est la concentration, là. Ouais. Et vraiment réussir à lire un symbole après l'autre et assez vite. Et réussir vraiment à remémorer les images et à les interpréter. Donc ça, c'est vraiment ce qui mentalement te fatigue énormément sur la moto, quoi. Ouais. Donc là, clairement, c'est pas un truc qu'on sait faire facilement au début. Enfin, je pense que c'est pas inné. Toi, tu as fait comment pour t'habituer et être à l'aise à avoir cette lecture de ton roadbook, du terrain, tout ça en roulant? Alors, tu vois, je te disais, j'avais fait le raid. J'avais commencé par le raid de l'amitié. C'est un petit raid qui est connu depuis des années. C'était intéressant parce que ça m'a permis déjà de me mettre dans le bain sans la pression du chronomètre. Parce que c'est ça qui est le pire, hein, c'est d'avoir la pression et puis d'avoir l'impression de louper le wagon. Là, j'ai vraiment appris à arriver un peu à lire du roadbook. Et après, tu te rends compte que ça va de plus en plus vite et puis il faut que tu aies un petit peu des techniques pour pouvoir vraiment avancer. Et là, je suis allé faire un stage de navigation avec Villadom, donc c'est lui qui prépare toute l'écurie KTM, qui eux, justement, te donnent les points les plus importants pour savoir lire un roadbook, quoi. Donc, essentiel pour avancer assez vite dans ta lecture sans perdre de temps, quoi. Et quand tu dis que tu as fait une formation, c'était quoi, une semaine, quelques jours? C'était 3 jours, hein. Donc tu as 2 jours, une bonne journée de théorie, et puis après derrière, t'enquilles sur le terrain où tu vas dans le désert, espagnol, où c'est très similaire au Maroc, tu vois, puisque tu vois quand même pas mal de choses où tu es dans le désert, il faut que tu réussisses à interpréter ton roadbook, et puis des fois ils t'envoient au casse-pipe parce qu'ils te disent voilà, t'as rien, t'as vraiment pas beaucoup de choses pour reconnaître ton roadbook face à la situation, et donc tu te trompes, et après il faut savoir pourquoi tu te trompes et réussir à analyser qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Donc c'est là où de toute façon c'est en faisant des erreurs que t'apprends, hein. Donc, non, mais clairement. Et moi, un truc qui m'intéresse toujours dans le roadbook, c'est de savoir surtout toi, est-ce que le soir tu t'es dit avant de dormir, tiens, je vais m'amuser à apprendre les signes par cœur?
Alors tu commences à le faire, après de toute façon tu n'arrives pas à mémoriser tout. Donc il y avait une chose que je m'étais acheté, j'avais pris la PlayStation de mon gamin et j'avais acheté le jeu du Dakar. Ok. Et ouais, c'est quelque chose que pas mal de pilotes font. Ah, Pour c'est une bonne pouvoir- astuce. Ouais, pour Ok. pouvoir vraiment réussir à s'habituer, à lire du roadbook, Ok. tout en regardant aussi en même temps le pilotage que tu dois mettre en application. Ok. Plutôt cool. Faut savoir quand même que le jeu du Dakar, il est assez dur. Donc si t'es Ah. bon, c'est déjà que t'as de bonnes chances pour naviguer, quoi. Tu vas me dire que tes enfants t'ont battu? Pas encore. Non, mais c'est une bonne astuce. La simulation, c'est vrai que ça rend peut-être plus accessible et tu seras peut-être plus à l'aise du coup derrière. Non, c'est un bon exercice. Ouais, Pas clairement. mal. Clairement. Ah. Toi, tu as fait un choix sur ton premier Dakar qui était de le faire, si je dis pas de bêtises, avec assistance du coup. Ouais. Pourquoi ce choix pour toi sur le premier? Bon, alors c'est un choix, ben, tu sais de toute façon que ça te coûte entre 20 et 30 000 euros. Hein. Ouais. L'assistance. Ouais, l'assistance. Mais derrière, ça permettait de partir plus serein. Parce que tu avais une équipe qui avait une expérience. Ouais. Avec Nomade Assistance, le but c'était quand même d'arriver, de faire l'arrivée. Voilà. D'avoir une vraie expérience aussi pour pouvoir arriver serein, sans prendre trop de risques. Parce Ok. que bon, le Dakar, c'est quand même assez de risques, il faut le dire. Ouais, on le voit chaque année. Quand tu pars, tu sais très bien que tu peux y rester, mais bon voilà, si tu n'y penses pas au départ, voilà. Ok. Mais voilà, ça fait partie du risque. Donc partir avec au matin où tu n'as déjà pas de fatigue dans les dents, vraiment pas te préoccuper de ce qui est mécanique. Et là, c'est clairement plus sympa de partir pour un premier Dakar dans ce format-là, plutôt que de partir en mal. Ok. Où effectivement, tu vas Ouais, économiser. t'as fait le choix de la sérénité pour ton premier Dakar Ouais. et de te concentrer sur ta course, quoi. Ouais. Ok. Ouais, c'était ça. Et puis, tu vois, c'était pas mal parce que moi, je suis parti plutôt dans l'arrière du wagon parce que c'est vrai que j'étais pas encore dedans. Tu vois, j'avais fait un rallye du Maroc, mais quand tu es allé au Dakar, les 2 premières étapes, elles étaient dures parce qu'il fallait se remettre dedans. Tout le monde veut aller super vite. De toute façon, au début, tout le monde veut aller super vite. Donc, soit tu accroches le wagon et puis tu risques de te mettre une boîte, ou soit tu dis, tu prends sur toi et puis tu dis, tiens, t'avances, quoi. Toi, soit tu suis le mouvement et tu dis, tiens, j'y vais, et puis tu suis le wagon, sauf que tu fais pas de navigation. Donc, qu'est-ce que tu fais? Pas faire de navigation, tu sais derrière que tu risques de te paumer. Donc, qu'est-ce que tu perds vraiment? Et c'est là où, justement, je pense qu'il faut réussir à apprendre à être très autonome dans le rallye, pas commencer à suivre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent du rallye, il y en a vu, hein, des personnes qui n'arrêtaient pas de suivre. Ouais, et après, dès qu'ils se perdent, ils lèvent les yeux. Et donc, qu'est-ce que tu retiens de ton Dakar? Ou d'un rallye? Pas grand-chose. Voilà. Ouais, c'est la poussière de celui qui est devant, quoi. Ouais, voilà, donc voilà, moi j'ai rien à prouver. L'idée c'était déjà de le finir, de faire un rallye sur 2 semaines, C'est déjà un bel objectif, hein. tu vois, Attends. parce que arriver à faire un rallye sur 1 semaine, c'est une bonne chose, mais il y a 2 semaines d'étape, donc il faut réussir vraiment à faire de la vraie gestion. C'est un marathon, quoi. C'est clairement un marathon, ouais. Tu m'étonnes. Non, ça c'est sûr. Ouais. Et là, tu te prépares pour ton prochain Dakar, donc 2026. Cette fois, tu pars en malle moto. C'est ça. Dis-nous quelques mots sur la malle moto et quelle est la différence entre la malle moto et l'assistance? Bon, déjà, tu vois, là, j'ai dû m'équiper de ces outils-là. Ouais, il y a un peu de matos. Il y a un peu de matos, et tu vois. du beau matos. Ouais, du beau matos. Donc là, j'ai ma femme qui va me faire encore un tapis d'outils pour pouvoir un peu m'organiser. Donc déjà, merci S-Fixation, tu vois, qui a réussi à m'équiper avec du Vera. Ça me permettra déjà de gagner du temps parce que là, j'ai déjà l'essentiel des outils. Ouais. Et en malle moto, il faut éviter de perdre trop de temps. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai appris au Rallye du Maroc. Parce que la malle moto, pardon, mais c'est toi qui fais ton entretien de bécane. C'est-à-dire que le soir, tu arrives au bivouac, il n'y a pas un gars qui va te bichonner ta moto pendant que toi, tu roupilles. Exactement Là, ça. C'est toi qui as les mains dedans. Exactement ça. Donc toi, tu arrives, tu fais ta journée de moto, tu as 8 heures de moto, tu es rincé. Et le soir, tu as une autre course qui commence dans la course. Et là, tu dois commencer à démonter ta moto. Là, tu dois être efficace. Et là, tu dois avoir les yeux en face des trous. Et tu dois vraiment avoir après une checklist que tout le monde, en moto, c'est censé avoir. Une checklist sur les points de serrage essentiels à appliquer. Donc, tu dois avoir une checklist qui te dit les couples de serrage par tel et tel point, qui te permettent de te mettre vraiment un peu dans le bain pour rien louper. Qu'est-ce que tu dois changer?
Donc jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, etc. pour vraiment que tu aies un suivi. Donc t'as ton planning un peu d'entretien qui est prévu tout au long de la course et tes checks que tu fais tous les soirs. Voilà. Donc après, voilà, si tu tombes pas, ben, tu as moins à faire en mécanique. Si tu commences à tomber, ben, c'est tout du on top, quoi, tu vois. Ça, c'est cadeau, quoi. Donc, c'est des petites pépites du soir en plus qui font pas plaisir. Ouais, c'est ça. Donc tu sais que ben, tous les 2 jours, tu vas faire une vidange. Tu sais que tous les 2 jours, ben, tu vas avoir des pneus et des mousses à changer parce que tu changes les pneus et les mousses tous les 2 jours. Wow, okay. Voilà, donc il faut que... Et là, maintenant, ils ont rajouté quelque chose dans le règlement où il faut changer les pneus soi-même. Donc avant, tu pouvais emmener ça chez un partenaire qui t'enlevait en fait les mousses et qui te remettait les mousses dans les autres pneus, enfin les autres pneus. Là, maintenant, c'est pas la même. D'accord. Donc là, maintenant, tu vois, il va falloir que je change mes pneus et mes mousses moi-même tous les 2 jours. Donc ça, c'est quelque chose que je redoute un petit peu parce que ça fait perdre de nouveau encore 3 quarts d'heure. Du temps, Voilà, 3 quarts d'heure que tu n'as pas et 1 heure de temps, c'est 1 heure de temps que toi, tu peux pas prendre. Pour toi, typiquement, aller se faire masser parce que tu sais que ben, ton corps, ben, il a pris tarif. Et tu peux pas aller dormir, donc tout ça c'est des choses va falloir vraiment gérer. Donc je pense qu'avec en Malmoto, je vais rester beaucoup plus calme en termes de pilotage. Je vais pas trop m'exciter. Pas de casse quoi. Il faut pas que, voilà, objectif c'est pas avoir de casse quoi. Clairement. Ok. Super. Pas de casse sur la moto et la moto. Parle-nous un peu de ta moto justement, ça m'intéresse. Ouais. Là on l'a ici ta moto, donc un bon modèle. Tu roules avec quoi? Alors, c'est une KTM Factory, donc c'est une moto d'usine. Il y en a des KTM, il y en a 80 par an. De l'usine Pirer, donc qui font encore des Gaz et des Husqvarna, il y en a au total, inclus les 80, tu vois, il y en a vraiment 120 qui sont produits par an. Donc, ce sont des motos d'usine qui sont commercialisées pour les personnes qui veulent faire des rallyes, donc, comme moi. Donc il faut la commander en février pour la recevoir juillet de l'année ou voire septembre comme moi je l'ai reçue cette année. Ok, donc tu as intérêt à bien la commander avant la date de départ au Dakar parce que exactement. C'est compliqué. Ouais. Donc après il faut apprendre à la connaître. Donc là maintenant toi c'est un nouveau châssis, c'est un nouveau modèle. Donc par rapport à l'ancien, c'est un châssis cross. L'autre c'était un châssis vraiment plus tubulaire qui était vraiment plus vraiment pensé plus pour le rallye. Là maintenant c'est déjà un châssis cross qui est amélioré en termes de conduite, donc châssis plus court. Donc plus maniable. Par contre, effectivement, en termes de suspension, il faut déjà un petit peu bosser. Donc là, tu vois, avec Mototech, on va bosser dessus pour réussir un peu à l'améliorer parce qu'elle est plus sensible au réglage. Donc voilà, il faut trouver un petit peu ces réglages parce que chacun a sa manière de rouler, chacun a son background aussi là-dessus. Donc il y en a qui aiment bien rouler plus mou, plus dur. Voilà, il faut réussir un peu à s'y habituer. Donc là, il faut réussir un peu à trouver le bon compromis, quoi. Donc, tu vois, là, j'ai 32 litres d'essence. Donc, j'ai une grosse partie à l'avant et puis une moitié à l'avant et puis une bonne partie aussi à l'arrière. Et qui me permet, sur la moto, de gérer l'essence à l'avant et puis avec une petite manette, je peux changer et utiliser l'essence de l'arrière. Voilà. Donc ça permet en fonction des zones, les masses, du coup, tu équilibres les masses et ça permet vraiment de réussir à me dire là j'arrive dans les dunes, je sais que voilà, moi j'ai un peu un carnet de bord qui me permet le jour d'avant on sait plus ou moins les créneaux, quand est-ce qu'on va arriver dans le sable. On a plus ou moins un cahier de bord qui me permet de dire, kilomètre 80, tu sais que tu vas avoir du sable, donc tu sais qu'il faut déjà que tu aies déjà moins d'essence et les répartitions des masses qui soient bonnes. Il faut penser aussi un peu à ça, quoi. Voilà. Donc ça, le soir, en gros, tu te poses et tu checkes un peu le tracé que tu vas avoir. Et là, tu réfléchis déjà en amont, ok, je vais devoir ajuster la bécane comme ça à tel moment, enfin, en tout cas de l'essence. Alors en fait, si tu veux, on a vraiment un briefing qui nous dit, de tel et tel kilomètre, on a du caillou, de tel et tel kilomètre, on a du sable. Et là, ça nous permet un peu déjà de faire un peu un état des lieux, à quoi nous attendre. Voilà. Donc déjà, comment préparer la moto. Si tu sais que tu as beaucoup de cailloux, tu vas déjà mettre peut-être un autre pneu et tu vas pas rouler forcément sur la corde. Donc il faut réussir aussi un peu à gérer ça, quoi. En plus, sur ta moto,
je pense que pareil, quand on voit la moto, bon, on se dit clairement c'est une moto de rallye. Mm. Tu peux nous dire un petit peu ce qui la différencie d'une moto, d'une moto cross, d'une moto trail ou d'une moto voilà, qu'on voit un petit peu plus tous les jours, où on peut croiser. Ouais. Alors, c'est quoi les changes que tu as fait dessus? bon, alors les changes, j'ai pas fait grand chose moi dessus à part ajuster un petit peu les suspensions qui sont plus pour moi, les pneus parce que chacun a ses pneus un petit peu favoris. Moi j'ai avec mes faux Sport, j'ai aussi un partenariat qui me permet aussi de tester des pneus, donc qui permet de tester différentes hauteurs de gomme, les mousses, si elles sont plus ou moins molles, si elles sont plus ou moins dures. Donc ça, c'est des choses où c'est très particulier en fonction. C'est propre à chacun, à chaque. C'est propre à chacun. Pilote. Il y a certains pilotes qui préfèrent rouler avec des pneus plus hauts, d'autres des pneus désert, qui sont beaucoup plus bas. D'accord. Après voilà, ça c'est dans les dunes, c'est quelque chose vraiment qui est vraiment propre à chacun. Après. En navigation, ben voilà, maintenant on a des roadbooks électroniques. Donc on a oui, j'ai entendu, ça a changé, plus de papier. Voilà, plus de papier à enrouler avant la course, où déjà tu n'avais pas les idées très claires le matin, donc en plus il fallait enrouler, et puis si tu enroulais de travers, ben, c'était génial parce que ça se foutait pas bien. Ça se foutait pas bien, ça risquait de bloquer lors de la course, donc là tu faisais vraiment très attention, tu vois ça. Ah, ok. Donc ça pouvait être vite galère. L'électronique est pas mal dans ce cas-là du coup. Ah, franchement c'est agréable pour ça, quand ça bug pas. Hein. Ouais, ok. Donc il faut aussi que tu aies une télécommande qui marche tout au long, parce que là, si ça marche plus, tu te dis pas je dois enrouler à la main, j'ai un roadbook, tu vois. T'es cuit. Là, tu es vraiment cuit, quoi. Donc on a quand même ces outils-là. Et puis on a tous ces outils électroniques au-dessus du roadbook qui nous permettent, d'avoir les kilométrages. Qui nous permet aussi de nous situer dans le roadbook. Ok. Le roadbook, il faut le faire défiler nous-mêmes avec une petite manette. Donc, il me permet aussi de faire défiler le roadbook, de regarder au kilométrage si on est juste. Ouais. Et après, on a encore un autre écran qui nous permet aussi d'aller au cap. Donc, une boussole électronique. Voilà. Donc, ta navigation, tu l'as fait sur ces deux petits écrans que tu as au-dessus. Ton kilométrage, ton cap. Ouais. Et après, tu fais la correspondance avec ton roadbook. C'est ça. Et basta. Exactement ça. T'as pas un petit GPS avec un tracé, une petite flèche qui te dit faut aller à droite. Non. T'as juste ça, quoi. Exactement. Et ce qui va me dire en fait que je suis bien dans la fenêtre, En fait, il y a si tu veux des points de contrôle virtuels. Ouais. Donc des points GPS, et quand j'arrive dans le point GPS, ça bip, et ça me permet de savoir ok, je suis bon, quoi. Bon. Si ça bip pas, tu te poses des questions, tu te dis j'ai loupé un truc. Ouais, là j'ai loupé un truc, donc là t'es bon pour faire demi-tour et d'aller à la case d'avant où t'étais sûr. Pour pouvoir retracer et re-regarder. T'espères que c'est pas 50 bornes avant, quoi. Ouais, quand ça t'arrive, c'est pas cool. Donc, en général, quand t'as fait, quand tu te trompes, c'est quoi, 10, ça peut être 10, 20 km. En fonction, tu peux laisser du temps. Ouais, quand même. Tu peux jardiner des fois 1 heure juste parce que tu t'es pas retrouvé, donc c'est pas cool. Pas top. Ouais. Le matos de navigation, c'est quelque chose qui est livré avec la moto ou que t'as dû rajouter toi après? Ouais, alors là tu rajoutes, c'est quelque chose que tu dois commander chez ERTF, toutes les organisations qui sont autour en fait de ces, donc t'as pas vraiment le choix. Des rallyes, quoi, des courses. Ouais, des rallyes, Okay. Et là, là-dessus, tu sais que t'en as pour grosso modo 2500 balles de matos de navigation, entre l'antenne, entre les supports. Entre les petits écrans qui me permettent d'avoir la boussole électronique, etc. 500, Et en plus, un appareil qui te permet de te tracer pour savoir aujourd'hui si maintenant tu es perdu, tu arrives à communiquer avec l'organisation. Ok. Donc ça, c'est quand même pas mal. Si maintenant tu bouges pas pendant un certain temps, on t'envoie un signal, on te demande si c'est ok. C'est pas ok, ça donne un petit peu de sécurité quand même sur le rallye. Ce que tu n'avais pas à l'époque des Dakar. Du début. Mauritanie et compagnie. T'es perdu. T'es perdu, t'es vraiment perdu. Là, tu vois, Peter Hansel, il disait aujourd'hui, t'es égaré, t'es pas perdu. C'est une belle différence, mais c'est une belle différence. C'est bien dit. Ouais. Tu nous as parlé un petit peu du coût là, de cet élément-là. La moto au global? Alors, c'est 37 000 €. 37 000 €. Donc, il y a beaucoup de pièces en carbone, tu vois. Tu as des pièces, le sabot, tu en as pour 6 000 parce que tu as une caisse à outils intégrée dedans. Ouais. Donc, c'est là-dedans que toi, tout ton matos de bricolage, si sur la course, tu as un problème,
Ouais. en dessous. Ouais, tout à fait. Ok. Donc là, j'ai vraiment quasi la totalité dedans. Après, j'ai des trousses de secours qui sont devant au niveau de la bulle. Ouais. J'ai une sangle qui me permet de me faire tracter ou de tracter quelqu'un si jamais, Ok. voilà, parce que tu as quand même aussi un peu d'entraide dans le Dakar, c'est ça Ouais. quand même qui est cool. Et puis, ouais, puis tu as un peu de visserie, tu as un peu des petites choses, toi, des leviers. Tu planques à droite à gauche sur ta moto où tu Ouais. peux, quoi. Ouais. Un tuyau pour pouvoir te dépanner en essence qui permet un raccord rapide. Même aider quelqu'un. Hein, tous les rallyes, j'aide un gars pour l'essence. Donc, ça fait plutôt, je suis un peu le Saint-Bernard des fois, mais bon, voilà quoi. Ça fait un peu partie du rallye, quoi. Voilà. Tu aides, le jour où ça t'arrivera, tu seras bien content que quelqu'un te file un coup de main. Je pense que c'est le jeu, quoi. C'est un joker, et aujourd'hui je pense qu'il faut réussir à être un peu dans cet état d'esprit, parce que beaucoup malheureusement ils perdent. Voilà. Donc après voilà. C'est chacun voit un peu midi à sa porte, mais voilà. Donc tu as quand même un peu. Dans tes petits outils que tu planques à droite à gauche, est-ce que tu as un ou deux éléments qui pour toi sont vraiment les trucs à avoir pendant la course, le truc à pas oublier, tu vois? Ouais, surtout d'avoir deux, trois planques pour avoir un peu de la bouffe, hein, Ouais. en plus de la veste. Ouais. Mais d'avoir sous la selle, tu as quand même deux, trois choses qui te permettent, toi, du magnésium, du sel, qui permettent un peu, si maintenant tu Ok. as un twist. Ouais. De toute façon, des leviers, ça c'est obligatoire. Donc ça, c'est des petites choses un peu de ce style-là. Et puis après, on a des petites prises qui nous permettent aussi d'isoler. Si tu as un problème de réservoir, Ouais. enfin de pompe à essence, que tu arrives à isoler, Ok. sans avoir besoin de ta petite manette que tu as au guidon, d'isoler et d'utiliser vraiment que le réservoir à l'avant ou utiliser vraiment que le réservoir à l'arrière. Donc ça, tu vois, on a des petites prises, Des petits bypass. les petits bypass que les préparateurs nous font. Ouais. Et ça sert quand même pas mal. Ok. Après, bon, les outils, tu en as besoin. Tu as besoin d'avoir du fil de fer, tu as besoin d'avoir des petites conneries qui te permettent un peu de... Du scotch. Du scotch. Ah oui, le scotch, c'est très important, Ouais. faut pas oublier. Hein, donc, ouais, tout à fait. C'est assez important, clairement. On a parlé un peu à mon budget. La question que moi, là, je me pose, c'est le montant que tu nous as annoncé. Ça va être comment tu finances, tu vois, un Dakar? Alors, Comment tu comment... arrives à trouver tout cet argent pour la moto, l'inscription, le matériel, enfin tout, quoi. Ouais, et alors là, il y a plusieurs manières. Alors, il y a effectivement, tu fais des soirées couscous, tu fais des tombolas, tu vends des bouteilles de vin, tu fais pas mal tu bosses et puis tu le prends sur ton porte-monnaie. Ouais. Voilà, moi j'ai choisi de le faire un peu. J'ai essayé un petit peu de donner un peu de partager un peu cette aventure avec des partenaires en donnant quelque chose un peu en face avec chaque partenaire. Donc après c'est différent en fonction un peu des partenaires que tu vises. Alors moi j'ai essayé de viser beaucoup un peu en Alsace parce que bon, je suis alsacien donc on sait qu'en Alsace on est assez chauvin donc c'est plutôt cool. Et ça m'a permis aussi de faire des expos, tu vois, expliquer, montrer un peu aux gens, parce que le Dakar, ça reste toujours très, très vaste, et d'expliquer un peu l'aventure, montrer un peu comment c'est, qu'est-ce que tu as dans une malle, tu vois, qu'est-ce que tu as, comment tu lis un roadbook. On s'était rencontrés, je t'avais croisé au Leclerc de Cernay, Ouais. où t'exposais ta moto, et là tout le monde pouvait venir la toucher, la voir, et puis répondre et discuter avec toi, c'était super chouette. Ouais, et puis tu vois, c'est des choses, moi j'aime bien transmettre, donc c'est quelque chose toi, des choses qui sont plutôt cool, et puis les gens, tu les plonges un peu dans le roadbook, et puis ils sont déjà en train un peu de voyager à travers le roadbook, donc c'est plutôt chouette, quoi. Tu les fais rêver, c'est chouette. Mais voilà, après ça c'est du mécénat, c'est des partenaires qui eux aiment déjà la moto, veulent bien t'aider, et puis voilà, c'est un peu d'argent par-ci, par-là, et puis après, tu arrives à faire le job. Mais ouais, c'est pas évident. Moi, c'était 8 mois de recherche quand même. Ah, tu vois, de recherche, tu me parles de partenaires, comment tu les trouves? Écoute, tu fais du mailing, tu démarches un peu au culot, des partenaires.
voilà, que tu ne connais souvent pas. Après, c'est du bouche à oreille. Le copain qui a une boîte et qui en parle à un autre, et l'autre il se dit bah tiens, moi j'aimerais bien et ça me brancherait bien. Ouais. Donc c'est vraiment un peu plus. Il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas vraiment de règles. Il n'y a pas de règles idéales. Après, il faut réussir à trouver les bonnes personnes qui sont motivées. Et puis voilà, c'est un petit peu, après, c'est un peu au bonheur la chance, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, un peu comme Street Motopièce qui nous accueille ce soir dans le Ouais. loco pour faire la vidéo, ce qui est super chouette. Bah, c'est un peu du bouche à oreille comme ça. Ouais. Ça s'est fait. Ouais, tout à fait. Ouais, tu vois, c'est le président du club qui se disait bah tiens, on a un gars dans le club qui va partir au Dakar. Hein, t'en as pas toujours. Hein. Non, j'imagine. Et là, il s'est dit bah tiens, nous on aimerait bien un peu plus communiquer dans le tout-terrain. Et à partir de là, bah, on s'est dit bah tiens, on va essayer de voir un peu comment on peut dynamiser la chose et puis donner un peu du contenu, tu vois, sur les réseaux sociaux, donner un petit peu plus. Du contenu aussi un peu sur YouTube pour pouvoir un petit peu communiquer. Et ça, c'est ce qu'on veut un peu plus faire. C'est clairement essayer de donner un peu les informations, tu vois, que moi, j'avais pas quand j'ai commencé en 2018, 2019, à chercher l'information pour faire du rallye. C'est top secret, quoi. Je veux dire, Compliqué. super compliqué, c'est super fermé, donc il faut réussir à rentrer un peu dans la boucle. Et puis, bon voilà, et puis des personnes qui ont eu un gros cœur comme ça et qui ont su un peu nous aider. Voilà, donc ça c'est vraiment super important. Et tout bout à bout, c'est ce qui fait vraiment que tu arrives à vraiment à avancer, quoi, clairement. Ça, c'est chouette. Très cool. Très, très cool. Parlons vêtements. On Ouais. passe un peu à un sujet différent, mais qu'est-ce que tu portes quand tu fais ta course concrètement? T'es pas en t-shirt, j'imagine que t'es pas en Non. tongs non plus. Non, heureusement pas. Compliqué, Hein. hein. Enfin, Ouais. en tout cas, je pense que tu le feras pas. En C'est pas tongs. top. En tongs, ouais. Je le ferai pas en tongs. Non, en tongs. Ouais, bah tu vois, on a un airbag. L'airbag, c'est quelque chose qui est devenu obligatoire en 2021. Ouais. Voilà. Faut pas dire en 2020, j'ai un doute. Et là maintenant, on a les airbags à 2 cartouches. Ouais. C'est-à-dire que tu as le droit de tomber 2 fois et l'airbag, il te Ok. sauvera la vie 2 fois. 2 fois. Voilà. Ok. Sans devoir t'arrêter, recharger la cartouche pour qu'il marche la fois d'après. Parce que souvent, les personnes tombaient et dans le feu de l'action, continue et tu retombes. Et c'est justement là où ça a été un peu plus fatal. Ouais. Donc il y avait quand même quelques chutes comme ça. Donc Ok. ça, c'est clairement, voilà, c'est le genre de choses qui devraient plus arriver. Donc l'airbag, après, j'avais une veste chauffante, tu vois, punaise, qui m'a servi parce que le Dakar, ça caille de fou, quoi. On en reparlera un peu après, des températures. Ouais. Ouais, c'est assez dingue. Gants chauffants, tu vois, c'est tout ça, le genre de choses qui sont super importants. Et puis dans ma veste, tu vois, si tu me passes ma veste, on a là-dedans une veste, mais c'est quasi... au final, une veste qui me permet de mettre, deux poches à eau. Tu vois. Ouais. Alors, moi, je pars avec obligatoire, c'est 3 litres. Je pars Ouais. quasi avec 5 litres. J'ai 2 poches. Ouais, j'ai la question, c'est tu les mets où les 5 litres? Tu les as pas, enfin, c'est pas sur le dos. Si, sur le dos. Alors, j'en ai un dans mon airbag et puis j'en ai un dans ma veste. Waouh, Ouais, ça fait donc 5 kilos. Ouais, c'est 5 kilos, ouais. Ah ouais, ok. Voilà, et après, toi, tu as différents compartiments qui te permettent de mettre des choses dedans, type à manger, À manger, ouais. voilà, qui permet de mettre Tiens, attends, manger. Qu'est-ce que tu Ah manges? ouais. Pendant ta course, qu'est-ce que tu manges? Parce que tu vas pas te faire 8 heures, le ventre vide, ça marche pas. Alors déjà, Et puis t'as pas le temps de te faire un super repas. Ah non, ouais, c'est clair, là, c'est pas là. Alors, il y a plusieurs manières de vraiment déjà de s'hydrater et puis de manger dans la journée. Alors, tu as tous les trucs qui sont salés, qui sont Ouais. les chips, du saucisson, enfin voilà, tu fais les trucs un peu, voilà. Moi, c'est vrai que j'ai du mal un peu à manger quand je suis dans l'effort, j'ai l'estomac assez noué, donc j'ai opté, tu vois, pour des milkshakes, donc déshydratés, que tu mets en action avec de l'eau. Et en plus des barres céréales qui sont assez consistantes, qui me permet un peu vraiment de tenir la journée, parce qu'on a typiquement, tu vois, on roule, on part à 3-4 heures du matin, déjà pour la liaison, 10 heures, t'enfiles une banane avant le départ, 10 heures à midi, c'est là où tu vas faire le ravitaillement, tu as 20 minutes de temps pour pouvoir faire le ravitaillement, et en même temps pour pouvoir vite manger. Ah, c'est Donc tu as clairement, c'est clairement express. Donc tu as ça, et après, derrière, après, tu as une petite barre céréale par-ci, par-là. Mais jusqu'à 15 heures, t'as que ça, quoi.
Voilà. Ouais. Donc 15 heures, quand tu t'arrêtes, ben, tu sais que tu as une liaison et puis là, tu essaies de manger des trucs qui te tombent un peu sous la main, quoi. Hein. Ok. Des fois, il y a le Dakar, ils te font quand même un plat de pâtes encore pour que tu puisses manger avant de faire la liaison. Et Ok. après, à la fin, il faut que tu manges, tu manges tes 1000 calories, quoi, pour que Ok. tu puisses vraiment, tu vois, ton organisme il puisse vraiment faire la balance, quoi. Parce que sur 2 semaines, c'est énorme, quoi. Dans toutes tes poches que tu as là, en gros, tu fais le hamster, quoi. Tu as des réserves planquées. Ouais, exactement Ça te permet de tenir toute la journée. Ouais, c'est ça, ouais, tu vois. Et puis derrière, tu as encore un endroit pour mettre un écran, typiquement, tu vois, où Ouais. tu peux mettre après des gants, parce que voilà, où tu peux mettre, ah bah tu vois, toi, ça c'est la barre céréale que je mange, que j'ai pas mangé au Maroc, mais que tu vas clairement faire tomber tout au long de ta journée. Mais Ouais. ouais, voilà, après, t'en as qui mangent qui prennent des gels. Bon, après, moi, j'ai un estomac assez fragile, donc pour tout ce qui est gel, je suis Ça pas passe trop pour, ça passe pas. Si j'ai des crampes d'estomac, donc Pas top. c'est pas le but. Voilà. Non. Donc, mais tu vois, boire, c'est quelque chose que je tiens un peu à en parler parce que aujourd'hui, on part sur des rallyes, on n'a pas beaucoup d'informations sur la boisson, alors on nous dit de boire de l'eau, tu vois. Mais typiquement, si tu bois que de l'eau, tu gardes pas les minéraux. Ouais. Donc moi, je prends un truc, c'est vieux comme le monde, hein, c'est eau, miel, citron, sel. Ok. Ouais, et puis je dose un peu le sel en fonction de comment une poche plus ou moins concentrée et une poche moins Tu concentrée. fais ton mélange du coup avant Ouais. de partir le matin. Ouais, Ok. ouais. Et puis comme ça me permet de tenir la journée et puis vraiment de rester hydraté. Ouais. Si je sais que je veux m'arrêter trop souvent pour pisser, tu sais très bien que tu n'as peut-être pas assez de minéraux. Donc à ce moment-là, moi je rajoute un petit peu de sel. Ouais. Pas rajouter trop parce que sinon tu as l'estomac en vrac. Ouais. Mais ça, c'est le genre de choses qui, je pense, aujourd'hui est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent. Voilà. Là, je m'en serais pas du tout douté. Tu vois, et ça, cette astuce-là, tu l'as apprise comment? Alors toi, ça c'est un copain, sa mère, elle nous avait, quand on était gamin, on avait 7 ans, il fallait qu'on boive et puis on buvait pas assez. Et elle nous disait, bah, tiens, j'ai vu quelque chose sur Internet, c'est une vieille méthode d'un médecin. Ouais. C'est vieux comme le monde et puis c'est vrai que c'est le truc qui me sert à fond et ça me sort un petit peu, si tu veux, de toutes ces boissons un peu trop concentrées. Ouais. Bon, Isostar, ça va, mais il y en a d'autres qui sont vraiment trop concentrées et puis moi, je digère pas, tu vois, donc voilà. C'est resté sur du basique, Du naturel, basique, naturel. qui fonctionne pour toi. Voilà, bio, ultra bio, tu vois. Top, 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 top. On parlait de température, tu m'as parlé de gants chauffants, tu m'as parlé de veste chauffante. C'est quoi les températures sur le Dakar? Parce que tu pars le matin très tôt de nuit, Ouais, tu roules la journée, enfin, ouais, comment tu gères alors le pendant ta matin, course, tu vois? ouais, tu vois, le Dakar, c'est assez cool parce qu'ils ont mis une chose en place qui était bien. Typiquement, tu pars le matin, tu pars en mitouflé comme jamais, donc Ouais. tu as un surpantalon, j'avais la veste chauffante, j'avais ma Gore-Tex, j'avais encore une autre veste dessus, enfin, ouais, Ah ouais, d'accord. avec l'airbag et tout, j'avais 7 couches, quoi. Hein. Ah oui, Donc, ok. ça, c'était chaud, quoi. Et après, tu arrives au départ, et quand tu arrives au départ, ils te donnent un gros sac. Ouais. Et ce gros sac, tu mets tes vestes dedans. Ok. Et ce gros sac-là, tu le retrouves le soir. Donc en gros, tu fais ta liaison, et là, ils te mettent à dispo ce sac, et tu fais ta Ouais. course. Là, tu es équipé Ouais. plus léger, parce que léger. les températures sont un peu remontées, Ouais, j'imagine. c'est ça, ouais. Ok. Ouais, parce que le matin, tu pars, tu es en dessous des zéros. Hein. Donc ça frise de fou. Hein. Tu as des gants chauffants. Moi, j'avais même des espèces de protection pour ok. devant les protège-mains, là. Ah, ok. Vraiment des manchons, hein, ils appellent ça. Ouais, exact. Et ça, c'est des choses à pas oublier parce que c'est le genre de choses où tu te retrouves sans, c'est la mort, quoi. Tu subis. Et un kawaii, ça, tu dois toujours avoir sur toi. Parce Ok. que si tu te fais arrêter, comme ça nous est arrivé au Dakar, tu te fais arrêter et t'as pas de kawaii, c'est game over, quoi. Ah oui. Ouais, voilà, là, tu arrives, t'es trempé jusqu'aux os, c'est horrible, quoi. Donc ça, tu l'as dans tes petites poches ou planqué. Ouais, tu ou l'as. planqué dans la bulle, tu vois, et ce genre de choses-là, tu dois obligatoirement avoir, quoi. Ça, c'est génial, ça. Ouais, clairement. Ouais. Température la nuit, tu vois, parce que bon, la moto, gants chauffants, petite veste chauffante, on va dire que tu te mets bien. Ouais. Mais la nuit, t'es pas dans un palace, je crois pas. Hein, c'est Non. plutôt dormir dans une petite tente. Ouais, alors. C'est du ouais. camping, quoi. Ouais, nous, on n'a pas le camping-car, tu vois, comme certains pilotes. Donc, on est en tente. Donc là, il faut avoir une bonne tente.
C'est quoi une bonne tente pour toi du coup? C'est une tente déjà rapide. Ouais. Donc là, tu vois, j'ai réussi à avoir une tente rapide là, de Intersport Cernay là, qui m'ont donné quelque chose d'assez. Qui me fait gagner du temps, hein, parce que t'as pas le temps fatigué. En plus, d'être normal, fatigué. tu vas avoir moins de temps, quoi. Voilà, donc là, tu l'as. L'élémentaire, là, ils ont un système qui est super, là, où tu permets d'éclipser et boum, elle se met en place. Top. Et à l'intérieur, sac de couchage, hein, tu descends souvent sur les -5. Ça dépend parce que, en fonction de là où on est, Ouais. tu as des endroits où il fait très froid, donc à l'ouest, donc il fait très chaud. Et plus tu vas à l'est, plus il fait froid. Donc, Ok. donc là, on a vraiment des écarts de température. Il faut se dire que des fois, on était aussi à 800 mètres d'altitude en Ouais. bivouac. Donc, tu vois, on avait des endroits où on pouvait très bien avoir de la neige, hein. Donc, près Neom, Ah tu vois, là où ouais. ils veulent faire les JO, tu peux avoir de la neige là-bas, hein. Donc, on était souvent sur 1002, 1003 d'altitude. Et là, tu disais, mais attends, il fait super froid. Tu regardes, tu dis, ah ouais, mais en fait, on est vraiment, vraiment haut, quoi. Et tu t'en rends pas compte. Bon, l'avantage, c'est que le foie, toi, alsacien, l'hiver, ça va. Je pense que t'es un peu rodé. Ouais, ouais, mais bon, je te cache pas que d'avoir tout le temps froid et que tu n'arrives pas à te réchauffer, ça reste compliqué, hein. Donc, il faut réussir vraiment à faire le pas Ouais. et vraiment à bien penser, à bien s'habiller et toujours avoir une longueur d'avance sur ce qui peut t'arriver, quoi. Ouais, le sac de couchage, je m'en souviens, on était parti le tester, celui que t'avais pour ton précédent Dakar. Ouais, On est allé se mettre dans les montagnes. Bon, manque de bol, c'était un soir où il faisait pas si froid que ça. Je trop crois chaud. qu'on avait eu 7 degrés, bon. Et en pleine, il faisait plus chaud, mais au moins tu l'avais testé. Ouais, j'ai testé, tu vois, et j'avais un sac de couchage pour le coup, il était trop froid. Ouais. Euh, C'était un combien ouais, en niveau? ouais, il descendait jusqu'à -15, hein, donc, Ouais, c'est déjà un sac de couchage qui était plutôt pas mal. ouais, c'était pour de l'alpin, quoi. Ouais. Donc là, je me suis pris cette année, sous les conseils d'Intersport Cernay, un sac de couchage qui était assez cool. Mhm. Beaucoup, qui était plus sur les coups des zéros. Ouais. Et dedans, la bonne astuce, c'est de prendre un sac à viande. Ouais, ça, j'ai déjà entendu ça pas Donc mal. ça, c'est Ouais. plutôt pas mal parce que ça permet de réguler. Ouais. Et surtout, si tu as trop chaud, tu as toujours quelque chose sur toi. Ouais. Et si bien il fait très chaud, tu as toujours aussi t'es toujours Dans un truc. dans quelque chose. Donc tu prends pas Ok. tu prends pas de coups de froid parce que dans la tente, tu as des écarts de température qui sont assez grands, donc tu peux vite avoir de la condensation. Mhm. Donc c'est des choses où il faut penser et tu penses pas, quoi, avant, quoi. Tu penses vraiment pas, quoi. Donc ouais, assez intéressant. Bon, Ouais. top. Bah, écoute Mathieu, merci beaucoup Merci. pour toutes tes super réponses bien détaillées et surtout continue à nous faire rêver dans ton aventure que tu es en train de faire, de rêver toi pour ce Dakar 2026. Ouais, Clairement, fonce. merci Merci beaucoup. à toutes. Ciao. Salut.